En principe, vous avez tous utilisé Git, donc vous avez une connaissance plus ou moins approfondie des commandes comme git commit, git push, git merge. Traditionnellement, quand on voit chaque année, c'est pas forcément quelque chose que tout le monde maîtrise beaucoup, donc on va continuer à entraîner ça. Et puis, il y a une chose où typiquement vous avez moins l'habitude de travailler, c'est finalement les workflows qu'on peut construire en utilisant ces commandes, surtout quand on travaille à plusieurs, mais même quand on travaille sur des projets tout seul, c'est bien d'avoir un workflow pour faire les choses de manière bien structurée, étape par étape. Et dans tous ces workflows, on va utiliser des branches, ce qui est pas forcément évident. Une autre dimension, c'est qu'on utilise Git, qui est le protocole, qui est le système de gestion de version, qu'on peut utiliser en ligne de commande sur des serveurs, sur des repos qui sont complètement privés. Et puis il y a une couche au-dessus, c'est tous ces sites qu'on appelle des sites de social coding, comme GitHub, comme GitLab, comme Bitbucket, où derrière les décors, il y a un Git, mais il y a aussi toutes sortes de fonctionnalités qui permettent aux gens de collaborer. Donc on va pouvoir ouvrir des issues qui demandent des nouvelles fonctionnalités ou décrivent des bugs. On va pouvoir proposer des contributions. On va pouvoir donner du feedback sur ces contributions. On va pouvoir suivre les gens. Enfin, toutes des choses que vous avez peut-être déjà vues, surtout si vous êtes intéressé par les projets open source. Donc, dans le cadre de ce cours et des prochains cours, on va beaucoup utiliser ces sites et vous allez faire des projets de groupe, donc vous avez vraiment intérêt à utiliser ces mécanismes. Et quand vous allez plus tard travailler en entreprise, vous allez voir que c'est aujourd'hui quelque chose qui est devenu super important. Dans cette vidéo, je fais une introduction. Si vous êtes déjà à l'aise avec GitHub, vous n'allez pas apprendre grand-chose, mais je pense que ça vaut la peine de faire cette introduction pour certains d'entre vous. Donc sur ce schéma ici, j'ai quatre repos. Git, c'est un système de gestion de version distribuée. Donc on a ici quatre repos qui sont soit sur le cloud, dans l'infrastructure de GitHub, soit sur ma machine. Et puis avec les commandes Git, je vais pouvoir garder ou synchroniser ces repos. Donc on va passer au travers du schéma et poser quelques définitions. C'est important de bien comprendre ce schéma parce que quand vous allez faire les labos, vous allez devoir bien vous positionner dans ce schéma. Chaque année, on voit où il y a des gens qui n'ont pas bien compris et puis qui du coup commencent à travailler. Puis au moment où ils doivent rendre leur labo, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les droits de mettre à jour notre repos de base. Puis c'est là qu'ils se rendent compte qu'il leur manque quelque chose. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec GitHub, faites bien attention, regardez cette vidéo plusieurs fois. On va entraîner ça dans les manipulations, mais c'est vraiment important. Point de départ, c'est ce repos qui est dans le namespace SoftEng HEIGVD. Chaque fois qu'on va démarrer un labo, on va vous mettre à disposition un repos de base où il y aura parfois la donnée plus un squelette de code. Il y a un terme que beaucoup de gens utilisent pour décrire ce repos qui est la base finalement, c'est upstream. Donc c'est l'analogie d'une rivière, c'est ce qui est en haut, c'est la source finalement de la rivière. Ce qui est important de comprendre, c'est que vous avez le droit de lire ce repos, on vous le met à disposition. Par contre, vous n'avez pas le droit d'écrire. Donc si vous essayez de mettre ça à jour directement, on va refuser. Enfin, on va refuser. GitHub va refuser parce que quand vous allez essayer de pusher vos commits, il va dire vous êtes inconnu, vous n'êtes pas un collaborateur de ce repos, donc je refuse les commits. C'est pour ça que si vous faites cette opération qui est très facile à faire, qui est le git clone, et si vous clonez ce repos sur
votre machine, vous allez pouvoir éditer les fichiers, vous allez pouvoir modifier le code, exécuter ce code, très bien. Si vous essayez de pusher, ben c'est là où on va pas être d'accord. Donc pour les laboratoires, faites pas cette opération ici, sauf si vous voulez faire que de la lecture. Donc si on a des repos qui contiennent les slides du cours, ça vous pouvez le faire. Si vous créez vous-même Upstream, hein, si vous faites un projet personnel ou un projet de groupe en partant de zéro, oui, là vous pouvez faire le clone parce que vous allez pouvoir faire les mises à jour. Hein, donc cette opération, je l'ai représentée pour pouvoir en parler, mais en principe, vous n'allez pas la faire et on ne va pas avoir cette opération. Ce que vous allez faire, si vous voulez à un moment donné faire une contribution à mon projet, faire une contribution, c'est par exemple faire un rendu de votre labo, ben vous allez faire cette opération qu'on appelle le fork. Vous allez faire ça dans l'interface utilisateur de GitHub. Il y a un bouton, on le verra après dans la démo. Mais en gros, ce que vous allez dire, c'est ce projet m'intéresse, j'ai envie de faire une copie à mon nom dans mon namespace. Ça, c'est mon nom d'utilisateur, ça pourrait être le vôtre. Et du coup, à un temps T, je vais avoir tout l'historique de ce repos disponible dans ce repos-là, qui est sous mon contrôle. De nouveau, comme il y avait un nom standard upstream, les gens en général appellent ça origine. Et c'est par défaut le terme qui est utilisé dans pas mal de commandes. Une fois que j'ai créé ce fork, là je vais pouvoir faire un clone. Je vais plus tard pouvoir faire des git pull pour récupérer ce qui a été récupéré. Et là, je vais pouvoir faire des git push, hein, puisque je vais pouvoir mettre à jour, c'est mon repos, j'ai les droits d'écriture. À vous de voir quand vous travaillez, peut-être que si vous travaillez en équipe, vous allez faire un repos ici, vous allez ajouter dans les collaborateurs du projet les 2, 3, 4 étudiants qui font partie du projet. Et puis, chaque personne va cloner ce repos d'équipe et avoir le droit d'écrire. Ou alors, vous pouvez décider que non, vous avez envie de travailler avec 4 forks différents. Les différents workflows sont possibles. Ça, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Cette étape ici, elle est un petit peu particulière. On ne va pas l'utiliser tout de suite, mais ça va venir quand même relativement rapidement. J'ai dit avant, quand on fait le fork, ça va faire une copie au temps T. D'accord ? Maintenant, imaginons, j'ai fait mon fork le lundi. Mercredi, le prof qui développe le code ici s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur dans la donnée. Il doit corriger le squelette de code, donc il va mettre upstream à jour en poussant un commit. C'est important de comprendre que ce commit-là, il ne va pas être automatiquement propagé dans Origin. Ça ne se passe pas. Donc si vous voulez récupérer ces modifications qui ont été faites dans upstream après le fork, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez passer par votre repos ici. Donc il y a une opération, c'est une commande. Donc si on fait un git remote add upstream URL, upstream c'est un nom, c'est arbitraire, on pourrait appeler ça Tartampion, ça fonctionnerait aussi, mais la convention c'est d'utiliser upstream. URL c'est l'URL du repos chez GitHub. Je dis, je suis un repos local, j'ai cloné origine, mais en fait la source originale c'est upstream. Quand je vais faire des commandes, quand je vais faire des git pull, des git fetch, je vais de temps en temps pouvoir dire, voilà, maintenant j'ai envie de récupérer ce qui a été fait dans la source originale, ce qui a été poussé dans upstream.
Je récupère ces commits, je prends ce qui m'intéresse, et puis après, je vais avoir la possibilité de repusher. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas intuitif la première fois qu'on utilise GitHub, quand on n'est pas encore au clair avec qu'est-ce qui est dans le cloud, qu'est-ce qui est sur ma machine. Donc souvenez-vous qu'il y a cette commande, et puis on va la voir. Régulièrement, j'ai des erreurs dans mes données, donc tôt ou tard, je vais vous demander de récupérer mes modifications sur Upstream. Ce que je n'ai pas représenté sur ce schéma, c'est la notion de pull request. Ça, on va l'avoir après en faisant une démo, ce sera plus simple. Mais conceptuellement, c'est important de comprendre le mécanisme. Donc, ça s'applique à tous les projets open source, mais on va utiliser le même mécanisme. Qu'est-ce que ça veut dire pull request? Ça veut dire demander de tirer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? De nouveau, imaginez, vous avez un projet open source ici. Il y a une petite communauté de quelques personnes qui sont les garants du projet, qui vont s'assurer que le projet a une qualité acceptable. Ils n'ont pas le temps de tout faire, donc ils sont très contents que des gens puissent faire des contributions, que des gens à l'extérieur fixent des bugs, que les gens à l'extérieur implémentent des nouvelles fonctionnalités. Mais ils n'ont pas envie de donner les clés directement, donc ils ne vont pas ajouter ces contributeurs externes comme des collaborateurs, et ils ne vont pas les laisser pusher des commits directement. Donc dans les projets open source, comment ça fonctionne? Vous avez envie de contribuer, faites un fork du projet open source, travaillez chez vous, mettez à jour votre fork, et puis quand vous avez quelque chose que vous pensez utile à la communauté, utile au projet, là, vous faites une pull request. On va voir que dans GitHub, on peut faire ça au travers de l'interface utilisateur, mais en gros, vous demandez à la communauté qui gère ce projet de tirer vos contributions. À ce moment-là, la communauté va évaluer votre contribution. Comment elle va l'évaluer? Elle va l'évaluer en partie en utilisant des outils. C'est à ce moment-là qu'on va exécuter des tests automatisés. C'est à ce moment-là qu'on va utiliser des outils d'analyse de qualité de code, par exemple. Et puis c'est à ce moment-là aussi que les gens vont faire de la revue de code. Ils vont lire le code que vous avez écrit. Ils vont vous donner un feedback. Ils vont vous dire, par exemple, cette méthode ici, comme elle est écrite, ça ne correspond pas à nos conventions de codage, ou on ne peut pas accepter ça comme ça parce que ça aurait un impact négatif sur les performances, que sais-je encore. Donc assez souvent, quand on soumet des pull requests, elle ne va pas tout de suite être acceptée. On a ce dialogue, et puis on va avoir finalement une amélioration de la solution de manière itérative. Donc, c'est pour ça qu'on parlait de social coding, c'est aussi parce qu'au travers de GitHub, au travers de ces pull requests, les gens collaborent, communiquent, et puis travaillent ensemble pour améliorer le code. Donc, dans les projets, on va utiliser ce mécanisme de pull request, et puis on va le pousser à l'extrême, où on va vous demander de faire les choses de manière vraiment très comment dire, itérative. Je parle ici du baby steps workflow. Prenez l'habitude, on a vu ça d'autres années où il y a des étudiants qui l'ont vraiment fait, c'était dans un contexte un petit peu particulier, ça a changé leur façon de travailler. L'idée, c'est vraiment, j'ai un labo à faire, il y a 10 questions, je ne vais pas faire un gros commit à la fin avec mes 10 réponses. Non, je vais faire une question à l'autre. Chaque fois que j'ai une question, c'est peut-être quelque chose que je vais faire en 10 minutes ou en 15 minutes, mais j'avance étape par étape. Et puis je valide étape par étape mon progrès. Donc on va beaucoup insister sur cette manière de travailler. C'est quelque chose qui n'est pas évident au début, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement.
Mais vous allez voir que plus on maîtrise cette façon de travailler, plus on a confiance dans le travail qu'on fait et plus on est efficace.